Bonjour, on va procéder à cette remise des prix. Peut-être si vous voulez prendre place, si le service technique est prêt. Merci. Merci. Bonjour, donc bienvenue à cette remise des prix du concours de nouvelles 2023. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Sophie Colliex. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais je suis ici surtout en qualité d'auteur, écrivaine. Ma famille est originaire de l'Oranie et donc j'ai écrit des livres inspirés de l'histoire de mes parents, sur lesquels je ne m'étendrai pas maintenant. Et donc on m'a fait l'amitié de me proposer de piloter ce concours de nouvelles. Voilà ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous, bienvenue aux auteurs qui ont participé et qui ont fait le déplacement jusqu'à nous. Bienvenue à tous les membres du CDHA, évidemment, et à Hubert et à tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Voilà, donc je me fais aujourd'hui ici le porte-voix du jury, qui était composé de 10 membres lecteurs, sous la houlette de sa présidente Cécile Roulon, qui n'est pas là, mais qui nous suit sur Internet. Coucou Cécile. Donc ce concours de nouvelles sur le thème des ancêtres, des personnages légendaires que nous avons tous dans nos familles, des héros du quotidien dont nous conservons la mémoire, fait suite au concours de nouvelles 2022 où il était question des objets déplacés, et celui de 2021 qui avait pour sujet l'exil en héritage. Donc merci d'avoir participé, merci d'être si nombreux aujourd'hui. Ce concours m'a permis, ainsi qu'à tout le jury, de suivre des tracés de vie étonnants. Je voudrais remercier les auteurs de nous avoir ouvert leur album de famille, car c'est vrai que chaque histoire que nous avons découverte mériterait d'être retranscrite en scénario de film. C'est vraiment des histoires d'épopée à chaque fois. Donc ces 33 textes, on en a reçu 33, ont été lus, appréciés et commentés dans la totale subjectivité évidemment des lecteurs, au cours de nombreux échanges et de séances parfois animées, que vous présentera Marie-Christine tout à l'heure. Nous les avons accueillis comme les fruits d'un long travail, mêlant passion, concentration et soin à la rédaction. On sait qu'écrire, ça prend du temps, hein, ça demande, voilà. Ça convoque énormément de choses en chacun de nous, les souvenirs, les émotions. Donc merci d'avoir participé encore une fois. Nous en avons apprécié le style, la clarté, la conduite, les effets de style. Nous avons ressenti de l'émotion, découvert des événements inconnus et des êtres remarquables, intrépides, courageux ou en couleur. Nous avons senti le souffle de la grande histoire passer sur la terre que foulèrent nos ancêtres, sans oublier les mers tempétueuses qu'ils traversèrent et le retraversèrent. Sur cette terre de légende que nous avons en commun, quel melting pot. Voilà, je voudrais encore une fois remercier le CDHA et son équipe de passionnés pour l'accueil, l'organisation, la mise en place de l'événement de cette grande salle et la réalisation d'un recueil que vous trouverez en vente après la cérémonie. Le secret a été bien gardé jusqu'à cet instant. Vous y découvrirez, outre les finalistes, toutes les œuvres sélectionnées pour publication. Grand merci à Marc, encore une fois, il est où? Merci Marc. Tu te caches, Marc? Tu te caches? C'est bête. Je veux savoir si tu suis. Bonjour. C'est quoi le sujet? Non, je sais pas. Alors, quel est ton problème? Je voudrais donc profiter de... Non. C'était pour me sentir soutenue par toi. Je profite de la parole qui m'est donnée très brièvement pour présenter notre invitée d'honneur, Amalia, hein, notre invitée d'hier, je ne sais pas pour ceux qui étaient là. Amalia Escriva, ici présente. Autrice-réalisatrice,
fille de pied noir comme nous tous ici quand même, de Sidi Bel Abbès, qui a réalisé 5 documentaires et un long métrage de fiction. Voilà, pour illustrer, mettre en scène son roman algérien, l'histoire de sa famille. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Hubert. Donc, à la fin de cette remise de prix, Amalia nous fera l'honneur de présenter son documentaire, son film dans les fils d'argent de tes robes. Elle le présentera et nous aurons le plaisir d'assister à la projection de ce film à la fin de la cérémonie. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je crois que j'ai terminé ma présentation. Je voudrais, avant de lâcher le micro, vous convier d'ores et déjà à relever le gant du concours d'écriture 2024, dont le thème, toujours au confluent de la mémoire et de l'imagination, est encore en cours de réflexion et vous sera prochainement communiqué. On lâche pas le crayon et on y croit. Voilà. Place, je cède le micro à Marie-Christine. Marie-Christine, qui va vous livrer quelques-uns des secrets de la machinerie interne du jury et vous expliquer un petit peu comment nous avons travaillé. Bonjour Marie-Christine. Eh bien, merci. Pour moi, je suis au CDHA, comment dirais-je, je suis un petit peu différente de vous, puisque je suis, comme on dit chez vous, pathos, c'est ça? Je suis normande. Et apparemment, ça passe quand même. Hein. Et donc, le CDHA m'a quand même confié pas mal de petites choses. Et puis, j'ai eu cette envie de participer en tant que jury à l'examen, si on peut dire, du concours de nouvelles, de toutes ces belles nouvelles, parce que c'est passionnant à lire. Et il y a de belles choses, c'est vrai, comme l'a rappelé Sophie. Et donc, pour vous dire un peu, vous mettre un peu dans les arcanes de notre tête, ce qu'on nous a donné par notre biais de notre ami Marc, on a fait quand même les choses très sérieusement, selon des critères bien précis, et notamment une grille de notation sur des points. Voilà, ce qui nous était imparti de prendre en compte, c'était le respect. Je vais mettre les lunettes, ça sera mieux. Excusez-moi. Le respect des codes de la nouvelle, le respect du thème, maîtrise de l'écriture, univers narratif et originalité. Voilà les 5 critères sur lesquels nous devions essayer du possible de respecter. Donc, suite, comme vous l'a dit Sophie, on a eu plusieurs réunions en visioconférence. Et pour aboutir, ça s'est très bien passé hein, quand même. Il n'y a pas eu trop de décharpement, non. Et donc, nous avons fait un classement. Et ce classement s'est fait de manière suivante, c'est-à-dire que chaque auteur a donné son avis, c'est-à-dire que pour je sais pas moi, pour Mamie Brochette par exemple, eh bien l'un le mettait en 1, en 2 ou en 3 selon ce qu'il ressentait. Et pour vous préciser qu'on a fait un tableau et que les points attribués à chaque nouvelle, il faut savoir que les points attribués relèvent du classement par votant. Le lauréat est celui qui a recueilli le plus petit total. Voilà. C'est comme ça que nous avons procédé. Donc maintenant, je crois que je vais repasser la main, peut-être pour donner, parce que on a fait donc il y a les 3 primés. Après, je crois qu'on a décidé de faire une mention spéciale, des coups de cœur. Vous voyez, on a essayé d'élargir sans que tout le monde quand même se sente récompensé. Parce que c'est vrai, comme le soulignait Sophie, c'est quand même un investissement, c'est un effort. Et puis, c'est beau à lire, c'est sympa. Ça donne beaucoup de travail, mais c'est sympa. Voilà, je repasse à Sophie. Je reprends le micro.
Oui, s'il y a trop de papier, après je... Voilà. Donc on va maintenant vous présenter le palmarès. Donc c'est Cécile Rulon, qui était présidente du jury, qui malheureusement ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais qui nous suit également en vidéo. Coucou Cécile. C'est Cécile donc, qui va nous les présenter sur ce tableau. Grâce en fait au travail de Paul, notre ami Paul Monnier, hein, que ceux qui étaient là hier, Paul Monnier, qui fait partie de notre équipe G2T et qui a préparé donc et qui a auteur, compositeur, metteur en son, qui a mis en voix. Vous découvrirez que les nouvelles ont été mises en voix par lui. Voilà. C'est l'auteur des mots enfouis. J'ai mal, j'ai ri, j'ai le mal de ton pays. Voilà. Il nous suit. Coucou Paul. Bon, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en vidéo. Coucou Paul, coucou Cécile, et puis voilà, tous ceux qui s'intéressent à ce concours. Voilà, donc je laisse la parole à Cécile, qui va vous annoncer le palmarès. Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Rulon, lauréate du concours organisé par le CDHA en 2022 et j'ai eu l'honneur cette année de présider ce même concours de nouvelles en 2023. Concours qui vous a visiblement inspiré puisque vous étiez plus de 30 à participer autour du thème des légendes familiales. Nous avons lu vos textes avec beaucoup d'attention et d'intérêt et je vous livre sans plus attendre le palmarès de cette édition 2023. Le jury a décidé de récompenser par le 3e prix la nouvelle Un singulier destin de Gilles Gatto. Je me présente rapidement, je m'appelle Gilles Gatto, j'ai 61 ans. J'ai participé à ce concours car le sujet m'a passionné. Je recherche depuis quelques années l'histoire de mes ancêtres. En partant quasiment d'une page blanche puisque personne dans ma famille ne connaissait réellement leur passé. Tout juste que c'était des pêcheurs qui avaient quitté Gênes pour s'installer à Mostaganem. Point final. Commence alors l'enquête qui me permet de découvrir notre généalogie, notre lieu exact de provenance et peu à peu notre histoire. Ces recherches dans les états civils, les registres paroissiaux, les journaux d'époque, les recoupements historiques et des contacts avec mes nouveaux cousins, Gatto, français et italiens, ont confirmé qu'il y avait la matière à raconter l'aventure de ces hommes. Et que je considère pour ma part comme des pionniers et des héros. Celui dont je suis le descendant direct est devenu le point central de mes recherches. J'ai trouvé peu à peu des informations le concernant, lui et ses proches, et son singulier destin. Alors, lorsque j'ai lu le sujet de votre concours, j'ai aussitôt pensé que j'allais trouver ce héros familial. Mon arrière-arrière-grand-père allait devenir un personnage romanesque. J'ai cherché à être plus près de la vérité, concernant le cadre de l'histoire, et à glisser des anecdotes véridiques parmi celles plus romancées de ce voyage. À juste titre, on pourra penser que c'est l'histoire banale de tous ces pauvres gens qui, depuis 1830, ont émigré vers l'Algérie. C'est vrai, mais cela n'enlève rien au courage qui fut le leur au moment de choisir de quitter sa patrie en abandonnant presque tout pour s'élancer en pleine mer à la recherche d'un avenir meilleur et de créer leur propre histoire. Et elle fut riche pour les 4 générations qui se succédèrent à Mostaganem et Arzeu. Ma famille, d'Italiens, savamment mélangés à des Espagnols de Benidorm et à quelques Français de France, comme continue à les appeler ma maman, ont contribué à fabriquer d'excellents Français. Je suis né en 1962 dans une région très froide de l'Est de la France, alors que j'aurais pu être la 5e génération à vivre sous le beau soleil de l'Oranais. L'histoire en a décidé autrement. Mais le héros de ma nouvelle, un héros simple du quotidien, est désormais un sujet de fierté dans notre famille. Et j'espère aussi, pour toute notre communauté, des gens qui se souviennent. Et n'oublions jamais que ce sont les petites histoires qui font la grande histoire. Merci.
Je crois qu'on peut applaudir Gilles. Où est Gilles? Merci beaucoup Gilles d'avoir participé. Merci de nous avoir offert ce très beau texte. Voilà, merci. On continue avec le second. Le second prix a été attribué à la nouvelle Le Coq de Janou de Jean-Paul Victory. Chers amis, bonjour. Je m'appelle Jean-Paul Victory. Je suis né à Oran le 24 décembre 1939. Nous possédions une petite ferme au lieu-dit Tamtraya, dans la plaine de l'Amleta, au bord du lac salé de la Grande Sekra et au pied des monts du Tessala. Notre petit hameau comptait environ 150 Européens et plus de 5000 Arabes vivant dans les environs et au village même. Inscrit en lettres à la faculté d'Alger, j'obtiens le CELG qui me permet d'être nommé professeur de collège où, bizarrement, je suis titularisé en mathématiques physiques. J'habite présentement Toulouse où je passe le plus clair de mon temps libre à lire, écrire, dessiner et surtout raconter des histoires aux enfants et petits-enfants qui en redemandent. Une façon aussi de leur montrer que nous n'étions pas ces horribles colons dont on nous rebat les oreilles. Un voyage familial réalisé à l'initiative de mon épouse en 2019 en Oranie, parmi d'anciens amis algériens ou anciens élèves, l'accueil exceptionnellement chaleureux qui nous a été réservé, ce que nos enfants ont pu voir et entendre in situ ont fini de les convaincre. Je voudrais aussi remercier le CDHA d'Aix-en-Provence et tout particulièrement les membres du jury G2T de m'avoir fait l'immense plaisir de distinguer l'un de mes textes, Le Coq de Janou, qui met en scène des personnages que j'ai bien connus dans ma jeunesse, au nombre desquels figure l'un des frères de ma mère, l'oncle Tonino, personnage haut en couleur et que tous les anciens du village évoquent toujours avec une extrême bienveillance et beaucoup de sympathie. Enfin, un grand merci à Jacqueline, mon épouse, qui m'a permis, en prenant en charge tout le quotidien, de me consacrer presque totalement à mon passe-temps favori. Il lui a fallu faire preuve d'une grande patience. Je lui témoigne toute mon affection et je vous remercie. Est-ce que Jean-Paul, je sais pas si est-ce que Jean-Paul est présent? Il est là. Ah, Jean-Paul. Merci. Et je crois qu'on peut remercier aussi Jacqueline, du coup. Merci Jacqueline de lui avoir laissé le temps de travailler à son texte. Merci beaucoup et bravo. Et le premier prix est décerné pour cette édition 2023 à la nouvelle Pionnière de Laura Serouin. Bonjour, je m'appelle Laura Perret, j'ai 31 ans, j'habite à Ajaccio. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est grâce et pour ma grand-mère Luce, qui me berce depuis l'enfance avec ses souvenirs d'Algérie et tout particulièrement de Rio Salado. Parmi toutes ces histoires, ma préférée a toujours été celle de Lucie, notre ancêtre qui tenait tête au lion. Et quand elle m'a parlé du concours de nouvelles organisé par le CDHA, le sujet s'est imposé comme une évidence. C'est un grand honneur pour moi, mais aussi pour elle, d'avoir été sélectionnée aujourd'hui. Et pour cela, je vous remercie. Tout comme je remercie Michel, mon cousin et infatigable correcteur, sans qui rien n'aurait été possible. Nous félicitons évidemment ces 3 lauréats, mais également tous les participants à ce concours organisé par le CDHA pour leurs textes qui nous ont intéressés, intrigués, émus, amusés. Merci à tous et félicitations pour participer à cet important travail de mémoire perpétué par le CDHA et le groupe du G2T. Oui, oui, c'est vous, hein. Oui, comme c'est ça. Merci. Quoi? Merci Laura. Merci pour ce très beau texte. Il faut dire aussi quand même que c'était pas très facile de vous départager. Quand même, ça se tient dans un mouchoir de poche. Hein. Donc bravo à vous 3 de nous avoir proposé de découvrir ces aventures qui ressemblent en fait singulièrement à celles que nous avons nous en mémoire dans nos propres familles. Voilà, merci beaucoup. Organisé par le CDHA, pour leurs textes qui nous ont intéressés, intrigués, émus, amusés. Merci à tous et félicitations
pour participer à cet important travail de mémoire perpétué par le CDHA et le groupe du G2T. Voilà, je crois qu'on peut applaudir aussi notre présidente. Merci beaucoup de ta contribution, Cécile. Et donc, on va poursuivre maintenant avec l'écoute d'extraits. En fait, on ne va pas présenter les nouvelles dans leur intégralité, voilà, pour aussi laisser sa place au suspense. Nous avons choisi des extraits qui nous paraissaient émouvants, intrigants. Donc, notre ami Paul a préparé donc la lecture. C'est lui qui nous a fait les mises en son, alors on écoute. Merci Paul. Le lendemain, avant que le jour se lève, Lucie enfile un vieux pantalon et rassemble ses nattes sous une casquette de cheminot. En plus de sa fidèle compagne, elle emprunte un âne qu'elle charge de couffins vides. Elle-même porte en bandoulière la carabine dont elle ne se sépare jamais, plusieurs branches de palmier tressées autour de la taille et 2 boîtes de grosses allumettes. Elle glisse un large couteau dans ses bottes et se met en route. Le maçon lui a dessiné un plan sommaire. Il lui a conseillé de longer les routes, mais elle préfère couper par les bois. Elle ira bien plus vite et le chemin sera plus agréable. Depuis qu'elle a posé le pied en Algérie, Lucie n'apprécie rien tant que ses escapades de ravitaillement. Uniques occasions de se retrouver seule. Le silence et la paix sont si rares. Pas de filles à surveiller, pas d'hommes à y conduire. Loin de l'agitation des chantiers, de la poussière de la route, de l'odeur de transpiration mêlée au bétail, elle goûte la beauté du pays qu'elle a fait sien. Aucune envie de se presser. Désireuse presque de se perdre, elle hume le frais parfum des lentisques et des cystes, s'arrête pour se prélasser sur le tapis de mousse qui borde les chênes centenaires, tend la main pour goûter les arbouses qui lui font de l'œil. Cela fait si longtemps qu'elle n'a pas simplement respiré. Un craquement de brindilles dans son dos la fait soudain tressaillir. Sous son poids, elle sent la mule se crisper tandis que l'âne se raidit à sa gauche. Ce n'est qu'un animal, un renard, un singe, peut-être un lièvre. Effleurant du doigt sa carabine, elle presse la mule d'accélérer le pas. Elle n'a jamais connu de réelles mésaventures, mais ses compagnons de voyage lui ont conté des histoires terrifiantes. Elle secoue la tête. Ce n'est pas le moment de sombrer dans la paranoïa. Elle trotte encore plusieurs heures, mais n'entend plus rien de suspect. Seulement le bruissement des feuilles qui dansent sur leur passage, le chant des oiseaux qui les rythme. Par-dessus les cimes, le jour décline. Elle repère une jolie clairière près d'une source. Un lieu idoine pour bivouaquer. Pendant que les animaux boivent, elle se déshabille pour plonger. L'intimité n'existe pas sur la route. Les yeux indiscrets se glissent partout, particulièrement lors de la toilette des dames. L'eau est fraîche, délicieusement claire. Lucie délie son corps en quelques brasses. La sensation est exquise. Elle voudrait nager pendant des heures, que la nuit ne tombe jamais. Alors qu'elle s'étire une dernière fois, résignée à finalement regagner la terre, l'âne et la mule commencent à s'agiter. Près du rivage, les buissons frémissent. Lucie se hâte de sortir. Aucun doute, elle n'est pas seule. Tremblante, elle s'empare de sa carabine et la pointe vers le talus qui remue. Les animaux s'excitent de plus belle, ruant à tout va. Une ombre bondit alors derrière un tronc pour s'enfuir. Une hyène. Pourtant, Lucie jurerait avoir deviné une silhouette humaine. Elle abaisse le canon, mais ne relâche pas sa prise. Elle est certaine que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, l'observe. Les bêtes ont cessé de braire, mais l'attention demeure palpable. Elle frissonne en repensant à la présence qu'elle a sentie plus tôt dans la journée. De tous les prédateurs, un seul traque avec tant de précaution ses victimes. Le plus terrible. Restant sur ses gardes, Lucie guide ses animaux vers la clairière. La forêt est trop silencieuse, en apnée. Ses habitants sentent que le pire peut surgir. Les bois ne lui ont jamais paru si menaçants. Les ombres des branches projettent au sol des monstres griffus. Le moindre frémissement de feuilles la fait sursauter. Lucie tente de se rassurer. Les bêtes sentent sa peur. Il ne faut pas les effrayer davantage. Elle regrette presque d'avoir refusé la proposition de Jean. Elle voudrait l'avoir à ses côtés. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite annoncé le nom de l'auteur. Donc il s'agissait de Pionnière. Et voilà. Donc on envoie maintenant le texte de Jean-Paul.
Ces 4 hommes d'origine très différentes représentaient dans les années 50, à petite échelle, la nouvelle population de l'Algérie. Bien des années avant, nous connaissions le vivre ensemble, si difficilement réalisable de nos jours. Ils se retrouvaient presque chaque soir pour la partie de cartes. On les entendait parfois de loin se quereller ou plus souvent se moquer de l'un d'entre eux qui avait voulu tricher ou qui avait prétendu lancer la mauvaise carte à la place de la bonne. Ces bruits attiraient parfois quelques curieux moins âgés et moins assidus qui venaient se grouper autour du quatuor, espérant bien ainsi profiter de la prochaine tournée d'Anisette. Les spectateurs espéraient toujours remplacer l'un ou l'autre des joueurs qui piquerait sa crise et abandonnerait sa partie. Un jour que Janou, pris de colère, jeta ses cartes et partit sans se retourner, sous la risée de ses camarades, Antoine Quiles, plus couramment appelé Tonino, qui n'attendait que cet instant pour proposer de le remplacer, s'empressa de ramasser le jeu de Janou et prit sa place. Depuis que Janou l'avait traité de Jean foutre et de bon à rien, ce qui évidemment ne se fait pas entre gens de bonne compagnie et surtout devant témoins, Tonino nourrissait une envie secrète de se venger. L'occasion était trop belle pour ne pas en profiter. Tonino savait être un homme de bonne compagnie. Il avait toujours des idées qui médusaient son entourage. Resté un peu enfant, il nous apprenait à piéger les oiseaux, à élever les jeunes chardonnerets, à faire fumer les caméléons, pas très charitable, à attraper les couleuvres à la main. C'était grâce à lui que peu avant Noël, on allait la nuit en bande réveiller les amis du village et se faire verser à boire. C'était la fameuse sambumba, une vieille coutume venue d'Espagne. Comme par hasard, Tonino s'arrangeait pour tambouriner aux portes des couche-tôt, des personnes les moins accommodantes et les moins sympathiques du village, obligées devant les circonstances et surtout le nombre de céder et faire bonne figure. C'est encore lui qui proposait de faire 1000 tours pendables, comme déplacer la nuit les tables et chaises des 4 cafés du village, ou les interchanger, histoire de rigoler le lendemain matin. Plus risqué, il avait osé attacher un soir le dernier wagon du tramway, le fameux Bouyouyou, au heurtoir de la gare et provoquer inévitablement au départ du train, le lendemain matin, la chute de tout le contenu. C'est encore lui qui, après avoir récolté quelques monnaies auprès de ses admirateurs, se proposait de les régaler d'un bon gazpacho ou arroz con pollo. Manger en sa compagnie, entre hommes seulement, était pour beaucoup une distraction de premier choix, d'autant que ces agapes étaient interdites aux jeunes gamins. Y participer représentait pour un jeune adolescent le passage à l'âge adulte et donc un rite initiatique convenu. C'est là que la plupart des jeunes villageois faisaient leur éducation dans tous les domaines. Ce jour-là, j'eus beau m'approcher du groupe des joueurs, je ne pus entendre ce que Tonino, qui venait de prendre la place de Janou, leur disait secrètement dans le creux de l'oreille. Ses 2 mains rabattues en cornet. Ils éclatèrent de rire, et je n'eus la réponse que bien plus tard. Bravo Jean-Paul. Et donc voilà, on envoie un extrait maintenant de Un singulier destin de Gilles. Le soir venu, après avoir distribué sa part des gains à chacun des hommes, Pietro prend la parole. En accord avec mon frère, nous avons décidé de tenter notre chance en Algérie, un endroit qui est un paradis vierge. C'est notre cousin Gino de Rapallo, un pêcheur de corail, qui a déjà plongé dans ces eaux poissonneuses. Et il nous a confirmé que ces zones de pêche étaient très riches, parce qu'inaccessibles jusque-là. Les soldats français ont désormais chassé les bandits, et on peut exercer sans trop de problèmes notre métier. Alors qu'à l'autre bout de ce pays, la moitié des pêcheurs de la péninsule ont déjà jeté leurs filets. Quelques Espagnols à Oran et Arzeu, des Napolitains à Merzel-Kébir. Sur place, à Mostaganem, nous serons quasiment les seuls. C'est un voyage long, périlleux et sans garantie de succès. Nous partirons dans les premiers jours d'avril, pour 1 mois, avec tout le matériel nécessaire. Les vents sur la mer sont assez réguliers pour nous garantir une traversée heureuse. Nicolas et moi recherchons 6 ou 7 hommes motivés, conscients d'aller vers un destin nouveau et plein d'inconnus. Ici, nous sommes condamnés à passer nos vies à rester des misérables, pauvres et analphabètes. Toujours plus endettés auprès des maîtres charpentiers, des voiliers, des cordiers, tous ces vampires auxquels se joignent les revendeurs de poissons. Dans un pays d'injustice où depuis 15 ans il y a des troubles politiques permanents. Je terminerai en vous rappelant que nous tous ici risquons d'être très bientôt tirés au sort pour partir 4 ans accomplir notre devoir militaire et mourir d'une balle autrichienne dans une guerre qui nous indiffère. Ce n'est pas mon destin, ni le vôtre. Nous sommes des Génois, orgueilleux, méfiants, individualistes, adorant se lamenter pour un rien, mais nous sommes surtout des explorateurs du monde. Et si ce n'est pas vrai, et ça sonne bien quand même. Cette dernière phrase a pour effet de rompre avec la gravité des propos. Soudain, toute l'assemblée se met à crier et applaudir. Tous seront de l'aventure. Teresa,
la mère de famille, malgré la tristesse du départ de ses fils, emmène sur la table des bouteilles de vin et de grappa quand son mari a crié « J'ai tellement soif, je boirai la mer et ses poissons ». Un mois plus tard, tous sont là, au milieu des familles, même Pépino, le Don Juan avec sa bandoline et ses 3 fiancés. Les bateaux, ciel et blanc, sont chargés de barils, de galettes, le coriace mais précieux biscuits de mer, de fromage, de viande fumée, de langue de bœuf salée et de vin. Avec quelques poissons secs et des oignons, sans oublier les bidons d'eau douce. Andrea a remis à son fils un portulan, un document mis au point par les navigateurs contenant la description des ports et des côtes et les renseignements utiles à la navigation et à l'accès de tous les ports méditerranéens. Bartholoméo, qui a appris à lire et écrire chez les nobles qu'il emploie, pourra t'aider à tout comprendre. Prends-en soin. Il appartenait à mon grand-père. Que Dieu vous garde. Rapidement, les barques s'éloignent de la plage. Émus, les marins s'affairent à hisser les voiles latines et peu se retournent pour apercevoir une dernière fois Cornigliano, leur village aux maisons hautes et étroites, collées les unes aux autres, avec leurs couleurs vives et leurs persiennes vertes. On laisse à tribord le promontoire de San Andrea, où jadis se dressait l'église transformée en caserne. Plus loin, on distingue les somptueux palais des nobles génois et les nombreuses maisons de campagne disséminées sur la colline, tandis qu'à bâbord, on double la lanterne, le symbole de Gênes, la superbe. Adieu montagne sans bois, mer sans poisson, femme sans pudeur, homme sans foi. Bravo. Bravo. Voilà pour la beauté de ces mots. Et voilà, je vais maintenant passer le micro à ma collègue Marina Domini du CDHA qui va présenter le recueil et remettre les prix. Merci beaucoup Sophie. Alors me présenter, donc Marina Domini, pour ceux qui ne me connaissent pas, si cette année j'ai fait partie du jury, ce n'est pas parce que je suis descendante de Pieds Noirs, je ne suis comme Marie-Christine qu'une pathos. En revanche, je suis archiviste au CDHA depuis maintenant 14 ans et ça me donne un peu parfois l'impression de faire partie de la famille. Aujourd'hui, on m'a fait l'honneur de me donner le rôle de vous présenter le fruit de ce travail, le recueil de nouvelles, qui est ici. C'est donc un ouvrage en carré collé de 181 pages, excusez-moi, avec cette couverture où il y a cette frégate et l'image de l'imaginaire du marin aventurier en pleine tempête. Et bravo au G2T d'avoir choisi cette image, puisqu'il n'y a pas moins de 7 nouvelles qui ont parlé d'une traversée, évoqué la mer, ou d'un aventurier un peu marin, ou en lien avec le milieu maritime, et même parfois maritime commercial. Cet ouvrage, donc, reflète exactement ce qu'a décrit Marie-Christine. Il se compose de 3 parties. Une partie où apparaissent les 3 nouvelles primées. Ensuite, une partie avec les 3 mentions spéciales du jury, puisque tout s'est fait effectivement au point près. Donc il y a 3 mentions spéciales du jury. Et ensuite, les coups de cœur. Et certains coups de cœur, mis par ordre alphabétique, certains coups de cœur ont une petite estampille, puisque certaines nouvelles ont touché particulièrement certains membres du jury. Et donc, par exemple, pour citer une petite estampille, puisque je sais que l'autrice est là. Donc, la nouvelle « Monsieur Simon, héros malgré lui » a la petite estampille « Une histoire française », puisqu'il s'agit effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec tout le problème lié à l'antisémitisme. Donc on a décidé de lui décerner ce coup de cœur en particulier. Évidemment, ce travail a été réalisé par le CDHA et plus particulièrement par Marine Durand, qui est documentaliste depuis, elle, 16 ans au CDHA et qui, au fil des années, a acquis des compétences vraiment de graphiste et réalisé ensuite avec l'aide des auteurs, excusez-moi, qui nous ont envoyé l'aide des auteurs, puisque certains nous ont envoyé des illustrations. Évidemment, j'ai perdu la page. Un classique, excusez-moi. Par exemple, pour Monsieur Simon Héros malgré lui, c'est effectivement une photo envoyée par l'auteur du texte, mis en page par Marine Durand, donc. Quand les illustrations, malheureusement, toutes les illustrations qui nous ont été envoyées n'ont pas pu être reproduites pour des questions de résolution et de qualité d'impression. Voilà.
Je vais maintenant laisser la parole. Alors, juste pour vous dire, tous les textes qui n'ont pas été publiés vont probablement faire l'objet d'une publication sur notre site internet, dans une rubrique dédiée. Cet ouvrage sera en vente au CDHA juste après la cérémonie. Tous les auteurs présents peuvent venir vers moi, puisque vous avez un petit quelque chose pour vous remercier d'avoir participé. Et également seront mis en vente les ouvrages de Paul Monnier, notre troubadour, qui a gentiment fait la mise en voie des 3 nouvelles primées. Voilà, je vais maintenant inviter les 3 lauréats à venir sur scène. Donc, Laura. Donc, excusez-moi. Laura, Jean-Paul et Gilles. Et je vais appeler... Asseyez-vous. Et je vais appeler Marie-Paul Berger, membre du G2T, qui va remettre aux 3 primés les lots organisés, confiés par le CDHA. Bonjour, en tout cas, moi je suis membre de GDT, fille de Pied Noir, et je suis très très émue de voir en chair et en os les auteurs des nouvelles qui nous ont beaucoup émus. C'est un grand honneur pour moi. Tenez. Donc je vous remets le diplôme, je ne fais pas d'erreur, hein. Vous êtes bien Gilles Gâteau. Merci beaucoup. Ouais. Je vous remets votre diplôme pour le coq de Jagneau. Bravo. Et enfin, pour pionnière. Merci beaucoup. Bravo. Je peux donner les lots en disant qu'il y a un livre. On leur donne. C'est toi qui les donnes. Allez, je réponds. Oui, voilà. Donc, pour vous remercier, le CDHA vous a fait des petits lots dans lesquels vous trouverez un exemplaire du recueil, un ouvrage offert par le CDHA et l'enregistrement sonore de votre nouvelle. Vous aurez également le plaisir d'être publié dans notre revue qui est éditée trois fois par an, donc l'un après l'autre. Voilà. Gilles, je vais vous donner ça. Merci beaucoup. Bravo, bravo à vous 3. Et bravo à tous les autres auteurs qui figurent ou pas sur le recueil. Donc en fait, ce qu'on aimerait, c'est que peut-être maintenant, si vous pouviez vous présenter rapidement et nous expliquer en quelques phrases, voilà, ce que ce travail a représenté pour vous, comment vous l'avez vécu. Quelques mots pour vous présenter et présenter la nouvelle. On va commencer par la lauréate. Allez. Déjà, je tiens tous à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon texte. Je suis bien entendu petite fille de Pied Noir des 2 côtés, puisque que ce soit mon grand-père ou ma grand-mère sont originaires d'Oranie, ma grand-mère de Rio Salado
Et c'est vrai que mon grand-père n'est pas la personne qui communique le plus, donc il a moins tendance à nous raconter, même si je sais qu'il y pense beaucoup. En revanche, ma grand-mère, c'est des souvenirs avec lesquels elle vit au quotidien. Et depuis qu'on est tout petit, elle nous berce d'histoires sur sa famille, sur ses ancêtres, sur les légendes aussi. C'est elle qui nous a fait découvrir le CDHA, c'est elle qui nous a inscrits, qui nous tient au courant. Elle est vraiment immergée. Elle communique avec beaucoup des anciennes personnes qui vivaient à Rio Salado, avec beaucoup de ses cousins. Et je suis un peu émue parce qu'honnêtement, la réaction qu'elle a eue quand j'ai appris que j'avais gagné, ça vaut tous les prix, vraiment. Et c'est donc elle qui m'a parlé du concours, puisqu'elle nous relaie quotidiennement les newsletters et tout ce qui se passe. Et je pense qu'elle ne croyait pas trop qu'on allait le faire au début. On a tous 30 ans, on a tous nos vies, et malheureusement, c'était plus un appel. Et en fait, moi, ça m'a inspirée de suite. J'ai vraiment eu envie. Le texte s'est imposé comme une évidence, comme j'ai dit dans ma vidéo. Je voulais raconter cette histoire. Donc on allait puiser dans l'arbre généalogique, dans les anecdotes, voir les lions de l'Atlas, exactement à quoi ça ressemblait. Elle m'a décrit la faune, la flore, pour que ça colle au maximum avec les souvenirs, parce que moi, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion d'aller en Algérie, même si j'aimerais beaucoup le faire. Mais j'aurais aimé y aller avec elle, et je sais que c'est compliqué. Et de là est né ce texte. J'ai quand même entraîné Michel, qui est là, qui filme discrètement, en lui demandant de lire et relire. Et il a beaucoup participé à la construction du texte, notamment au fait que ce soit écrit au présent, parce que moi j'avais tout écrit à l'imparfait, et il m'a dit non, ça va pas du tout, on reprend. Donc voilà, c'est vraiment un projet familial. Et je suis un peu triste que ma grand-mère soit pas là aujourd'hui, mais elle est à Ajaccio, elle pense à nous, et je sais qu'elle va regarder. Mais voilà, je l'ai fait pour elle, et merci à vous, vraiment. Voilà, on va maintenant donner la parole à Jean-Paul. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a vu sur l'écran tout à l'heure et entendu. Je voudrais d'abord remercier le CDHA et toutes les personnes qui y travaillent, et particulièrement le groupe G2T, pour ce qui me paraît le plus important, c'est-à-dire la sauvegarde et la transmission de ce que nous vivions, de notre mémoire, de ce que nous vivions en Algérie. J'ai toujours cru qu'il fallait écrire quelque chose, laisser une trace, quelles que soient nos capacités, il faut écrire et laisser une trace de notre passage. Parce que, comme vous le savez, on a tendance à déformer ce qui s'est réellement passé, et la vérité est autrement plus complexe. Et c'est pour que nos petits-enfants n'aient pas un jour à douter de nous ou à nous mépriser que je racontais. Je le fais très souvent, et écrire des petites histoires, parce que j'ai pensé qu'écrire sur la politique ne nous ferait pas lire. Si on écrit ces histoires, bien sûr, ça fait plaisir, c'est pas pour recevoir un prix, c'est pour être lu par le plus grand nombre possible de personnes, et si possible les métropolitains, car vous, pour la plupart, vous connaissez le problème, c'est pas la peine de vous l'expliquer. Mais j'ai pensé qu'il fallait l'écrire, le dire, et montrer qu'on n'était pas ces horribles colons, et tout ce qui a pu... La preuve, c'est qu'on peut y retourner quand on va, et qu'on est fortement bien accueilli. Moi, j'avais d'anciens élèves, évidemment, et des amis. Je parlais arabe couramment, et je continue à le parler couramment. Donc, à 4 ans, on prétend que je parlais aussi bien l'arabe que le français. Et donc, à tel point que certains arabes m'ont pris pour l'un des leurs. On me disait « je t'avais pris pour un français ». Donc, ça prouve bien que je pouvais me glisser facilement au milieu d'eux. Et voilà pourquoi je les ai bien connus. J'ai bien connu ces personnes avec qui on n'était pas forcément en mauvais termes, bien au contraire. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, les Français qui ont souffert de la présence allemande
voyaient d'un mauvais œil des SS venir en France après la guerre. Alors que nous, il y a eu une guerre et pourtant quand on y retourne, on est accueillis au Ould el Bled, vous êtes les bienvenus. Fils du pays, vous êtes les bienvenus. C'est la preuve qu'il y a quelque chose qui échappe souvent aux métropolitains parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ait pu avoir une guerre et être aussi bien reçu quand on y va. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc il y a anguille sous roche et c'est pour découvrir et faire découvrir à nos enfants et petits-enfants et même arrière-petits-enfants, puisque avec Jacqueline on en a un, et que j'ai voulu écrire ces histoires qui me font plaisir. Je les écris, j'en ai beaucoup, que j'ai donné d'ailleurs à Marina, que je remercie. Marina du CDHA, avec qui m'a beaucoup aidé, parce qu'elle m'a aidé surtout à m'inscrire voilà, au concours. Et je vous remercie encore pour votre gentillesse et vos applaudissements. Bonjour. D'abord, merci au CDHA de nous accueillir et d'avoir fait l'effort de lire tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu tâcher de retranscrire. Tout ça, c'est notre histoire, c'est votre histoire. Je suis très fier, honnêtement, je suis né en France, mais j'ai été conçu en Algérie. Ma mère a le plaisir à me le répéter assez souvent. Mais je suis fier d'avoir été choisi par un jury qui sait ce que c'est. Voilà, vous savez, et vous retransmettez, vous faites tous cet immense effort de rappeler aux jeunes générations que c'était un si merveilleux pays. Je vous avoue, je suis un peu ému, je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler devant du monde. J'espère que vous aurez plaisir à lire cette nouvelle. C'est l'histoire de ma famille. Je suis quasiment parti d'une page blanche. C'est des recherches qui m'ont permis de retrouver toutes les informations que j'ai trouvées et qui ont fait le corps de cette nouvelle. J'ai tellement pris plaisir à écrire ça que depuis, je me suis attelé à commencer à écrire un livre qui racontera à mes enfants et mes petits-enfants ce qu'a été l'histoire de ma famille. C'est une belle histoire, faite de gens pauvres, humbles, qui, comme je l'ai dit, les petites histoires font la grande histoire. Ce sont des gens qui sont partis d'Italie, qui ont rencontré sur le trajet des gens qui allaient devenir, enfin des Espagnols, puisque c'était sur leur trajet. Mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère se sont vraiment connus sur ce trajet. C'est ça qui est d'autant plus merveilleux. Et ça a fait d'excellents Français, puisque désormais, nous sommes tous réunis à Aix-en-Provence, qui est donc la France de là-bas. Voilà, je vous remercie, merci beaucoup, et je suis très fier d'avoir été sélectionné. Merci. Ça marche pas. Alors. Voilà, eh ben, nous vous remercions beaucoup de votre contribution. En effet, j'entendais ce que j'entends, Gilles, c'est qu'en fait, c'est cette réussite vous soit, ainsi qu'à d'autres auteurs, une incitation à poursuivre l'écriture. Voilà, hein, c'est un joli début et peut-être voilà, l'affaire à suivre. Merci.